mais ce sera son fonds de commerce. Et demain, lorsque il vendra son activité, lorsqu'il fera valoir ses droits à la retraite, eh bien, son bateau aura une valeur parce qu'on dira il a l'autorisation de pêcher tant de tonnes de poissons à l'année. Mais comment sénateur, le pêcheur peut faire, sachant qu'à un moment donné, il y a eu la dérive des filets de mer qui prenaient tout et n'importe quoi. Comment est-ce que le pêcheur pourra faire pour savoir que dans son filet, il n'y a que du thon, il n'y a que de la dorade ou il n'y a que de la sardine? N'est-ce pas un exercice compliqué pour un pêcheur? Oui, c'est une bonne remarque, effectivement. Mais il faut savoir que les choses évoluent, et si à la recherche sur le plan de la génétique, il y a également une recherche dans l'utilisation des moyens de pêche. Et je crois qu'il faut se tourner vers une pêche sélective. Donc, suivant la pêche que l'on vous autorise, vous aurez un filet qui laissera passer les poissons de telle ou telle dimension, parce que le poisson a une croissance lente, mais par contre, il faut savoir que dans la deuxième étape de sa vie, il change de sexe. Donc, si on tue avant, on n'a pas de géniteur après. Donc, tout ça, eh bien, c'est quelque chose qui est merveilleux dans la recherche, de s'intéresser à ces choses-là. Mais il faut que l'on puisse s'organiser. Ce qu'il faudra éviter, eh bien, c'est que le petit producteur, comme ça a été le cas pour le champagne, par exemple, puisse vendre son quota à un autre. Il faudra que ceci puisse se transmettre, se vendre, mais individuellement. Et il ne faut pas qu'il y ait une société quelconque, eh bien, qui puisse racheter le quota de tous les autres. Sans ça, on retournera vers des bateaux-usines, on retournera vers un massacre organisé. Sénateur, je voudrais qu'on revienne à vos souvenirs avec le commandant Cousteau que vous avez connu, et de savoir si à cette époque où vous rencontrez le commandant Cousteau et vous faites un tout petit peu route ensemble, quels sont les problèmes que vous posez qui sont récurrents au niveau de l'opinion publique? Eh bien, écoutez, à cette époque, vous savez, le commandant Cousteau était un homme, un original, qui a été quelqu'un qui a éveillé la conscience des hommes et qui, le premier, a intéressé les gens à la mer avec son fameux film Le Monde du Silence. Il fallait réveiller les consciences et il fallait donner justement cette troisième dimension à la mer, c'est-à-dire sa profondeur. Et c'est vrai que lorsqu'on découvre les films de Cousteau, c'est quelque chose de merveilleux. Cousteau a séjourné donc assez longtemps à Monaco, puisqu'il a dirigé le centre océanographique, mais c'est à l'entrée de la rade de Villefranche-Saint-Jean qu'il avait fait sa maison sous la mer, de Précontinent 3. Eh bien, il a su intéresser tout le monde à la mer. Et avec ses associations, avec ses actions médiatiques, eh bien, il a drainé les gens vers la mer, et peut-être déjà avec un peu plus de respect. On a amorcé, si vous voulez, cette époque. Est-ce qu'on le prenait en considération quand il attirait l'attention des politiques? Vous savez, Cousteau et la politique, c'est une histoire assez délicate. Pourquoi? Non. Alors les souvenirs. Alors les souvenirs que vous gardez de Cousteau au-delà de cela, je voudrais, si vous en avez quelques-uns concernant les fonds marins eux-mêmes, parce que Cousteau fait partie de ces énigmes. Quand il commence à parler des fonds marins, on n'en revient pas, et quand il est fait passer par la caméra, on n'en revient pas non plus. Pour vous, est-ce que c'était un visionnaire?
absolument. Si vous voulez, pour lui, ça a été sa vie et ça a été son moyen de vivre. Il en a tiré un profit, puisqu'il a fait beaucoup de films, mais ces films, ensuite, il nous les a revendus, il les a revendus au monde entier. Mais n'empêche qu'il faut retenir chez lui tout ce qui a été positif. Vous voyez ? Et ce qui a été positif, c'est que beaucoup ont, à travers Cousteau, eu envie de faire de la plongée. Nous lui devons le premier appareil, le premier détendeur de plongée, c'est le GC 45, qui aurait dû ne pas porter la date de 45, mais plutôt 43, mais nous étions pendant la guerre, donc on a après mis 45, mais ce GC 45, ça signifie, c'était Cousteau gagnant 1945. Ça a été le premier détendeur. Gagnant était un ingénieur qui appartenait à l'entreprise de l'air liquide, et Cousteau avait épousé la fille du patron de l'air liquide et lui avait confié donc un ingénieur pour travailler sur son projet de détendeur de plongée. Alors nous allons revenir sur votre combat associatif qui est devenu un combat politique. Vous portez donc plusieurs pétitions au niveau de Bruxelles. On peut donc en déduire que la réglementation de Bruxelles sur les filets, la dérive, quelque part, vient de vous. Absolument, oui. J'en revendique absolument. C'est nous qui avons obtenu satisfaction. Nous avons été les seuls à nous battre contre les filets dérivants. Et par 3 fois, ça je le regrette un peu, mais bon, si vous voulez, les problèmes politiques, la difficulté à vivre pour certains et à survivre pour d'autres, n'est pas le sujet maintenant, mais par 3 fois, Bruxelles a condamné la France, et chaque fois notre ministre responsable, eh bien, par un décret ministériel, autorisait l'utilisation d'un filet qui était toujours un filet dérivant, mais qu'on appelait la pêche à la tonaille. Mais en fait, c'était le même système. Et donc 3 fois, on l'a condamné. Maintenant, je pense qu'on a pris conscience qu'il fallait s'arrêter. Mais il n'y a pas que les cétacés qu'il faut protéger. Il faut protéger aussi la pêche excessive au cabillaud. Il faut protéger le thon rouge. Il faut protéger tout ce qui est en danger. Oui. Il n'y a pas que les cétacés. C'est vrai, la passion pour un enfant, je pense qu'il sera toujours plus près d'un dauphin que d'un loup, d'une dorade ou d'une sarpe, ou même d'un thon rouge, ou d'une palamide. Mais je crois quand même que ce qu'il faut, c'est protéger, faire en sorte qu'on puisse continuer à profiter de cette richesse de la mer. Alors,